Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité, Marine Tondelier. Bonjour. Bonjour. Face à l'opposition des syndicats, de la gauche et du Rassemblement national, face aussi à la contestation qui s'exprime dans la rue, que faut-il attendre du débat parlementaire qui commence demain dans l'hémicycle autour de la réforme des retraites? Et puis, dans ce contexte d'hostilité des Français à cette réforme, sommes-nous à la veille d'un vaste mouvement social, voire une paralysie du pays? Et une première question, Marine Tondelier, pour commencer. Elisabeth Borne affirme aujourd'hui dans le JDD être prête à une concession sur les carrières longues en limitant à 43 ans la durée de cotisation de ceux des salariés ayant commencé à travailler avant 21 ans. Je suppose que cette annonce de la Première ministre vous satisfait? C'est intéressant parce qu'elle présente ça comme un compromis fait avec les Républicains, avec le parti Les Républicains. Là où elle répond à la demande des Républicains. Oui, mais le compromis qu'il faut qu'elle fasse, c'est avec les Françaises et les Français. Donc déjà, on voit qu'elle aborde ce problème d'un point de vue parlementaire, là où il y a entre 1 et 2 millions de personnes dans la rue, et que c'est pas au parti Les Républicains qu'il faut qu'elle s'adresse. Non, mais cette mesure, aux Françaises et aux Français. Cette mesure, elle est juste ou pas? On comprend jamais quand ils proposent des compromis ce que c'est vraiment derrière. Quand ils avaient proposé 1200 euros. Et là, c'est 43 ans pour les salariés. Il a commencé avant 21 ans. Moi, j'ai compris que c'était entre 20 et 21 ans. Du coup, j'ai pas compris ce qui se passait pour ceux qui étaient entre 16 et 20 ans. Et qu'est-ce que vous voulez pour ceux qui ont commencé entre 16 et 20 ans? Que ce soit juste. C'est-à-dire et qu'on ne tombe pas dans un effet de seuil. Parce qu'il y a des mesures pour ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans. Des mesures maintenant pour ceux qui auraient travaillé entre 20 et 21 ans. Et s'il n'y a rien entre 16 et 20 ans. Non, mais ceux qui ont commencé avant ça, de 16 à 20 ans partiront de toute façon plus tôt. Mais qu'est-ce que vous J'ai l'impression qu'il y a un effet de seuil dans ce qu'elle propose. Mais vous voyez, c'est le problème, c'est qu'ils nous mettent toujours des compromis comme ça, qui nous expliquent en 3 phrases, comme pour le fait d'avoir des petites pensions à 1200 euros au minimum. Et quand on regarde, l'administration dit qu'elle ne sait pas faire, on ne comprend pas qui ça concerne. Et en fait, c'est toujours des compromis en plus qui n'en sont pas vraiment. Parce que je rappelle. Donc ça ne sert à rien? On verra, mais il faut qu'on comprenne. Vous dites pas à chiche, pourquoi pas? Tout ce qui va dans le sens d'être plus juste, d'accord, mais encore faut-il que ce soit vraiment plus juste. Et par ailleurs, le vrai problème de cette réforme, c'est qu'il y a des gens qui vont travailler plus longtemps qu'avant. Et tant qu'il y en aura, nous serons contre la réforme. On va parler. Elisabeth Borne aussi, qui ne voit pas d'objection à une clause de revoyure en 2027, dans la mesure où 2027, c'est l'année de la présidentielle et des législatives. C'est une bonne chose ou pas? De revoyure de quoi? Si elle trouve que... Revoyure de la réforme. C'est-à-dire, l'âge de départ à la retraite en 2027, ça sera 63 ans et 3 mois, donc pas encore 64. Clause de revoyure, ça veut dire que le président élu en 2027, il pourra décider de revoir ou pas la réforme. Mais on n'a pas besoin d'une clause de revoyure, parce que s'il y a une alternance, le nouveau président n'a pas besoin qu'Elisabeth Borne l'ait autorisé 3 ans avant à faire autre chose en 2027. Donc je ne vois pas l'intérêt. Tout ça me paraît assez cosmétique. Donc ça ne sert à rien de se dire on peut revoir les choses en 2027? Évidemment qu'on pourrait aller revoir, il y a une élection présidentielle et une élection législative. Donc de toute manière, il est prévu que ce soit revu effectivement, mais le mieux ce serait que la réforme ne se fasse pas, et c'est pour ça qu'on continue à se battre. Est-ce que tout est à jeter dans cette réforme, ou est-ce qu'il y a des éléments positifs, et qu'est-ce que vous attendez du débat parlementaire qui commence demain dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Moi, j'attends de ce débat parlementaire de la pédagogie. Et c'est intéressant parce que gouvernement, Olivier Véran, Elisabeth Borne, même Michel Sardou ont reconnu qu'il fallait plus de pédagogie sur cette réforme. Et là-dessus, je suis d'accord avec eux. C'est le point sur lequel je suis d'accord, parce que plus ils expliquent la réforme, plus les Françaises et les Français sont contre, et plus les Françaises et les Français sont nombreux dans la rue. Donc je pense qu'effectivement, il faut qu'ils continuent à bien expliquer. Ça, à chaque fois, torpille leur propre réforme. Et vraiment, ce débat parlementaire va être intéressant, parce que moi, il y a beaucoup de choses qu'ils affirment avec beaucoup de certitude dans la presse, que c'est une réforme, au début, ils disaient de justice. Quand, manifestement, il a été démontré que c'était pas le cas, ils ont parlé de réforme d'effort, sans jamais dire que les efforts portaient pas exactement pareil sur tout le monde, puisque les 18 milliards par an que doivent permettre cette économie portent exclusivement sur des gens dont l'âge de départ en retraite n'était pas 64 ans, c'est-à-dire pas les cadres. Et donc, on voit bien que oui, c'est une réforme d'effort, mais pas pour tout le monde. Et puis, maintenant, on doit quand même débunker, démêler le vrai du faux des annonces du gouvernement. Donc oui, ce débat parlementaire va être intéressant. Alors, on va continuer à parler du débat parlementaire. D'abord, ce débat parlementaire, il va commencer par une motion référendaire du Rassemblement national, donc qui va être débattue demain à l'Assemblée. Est-ce que vous confirmez d'abord que ELV, Europe Écologie Les Verts, votre parti ne votera pas? Et deuxième question qui est liée à la première, il y a une incertitude sur le vote des députés LFI et communistes. Est-ce que ce serait une faute pour eux de voter, et pour vous d'ailleurs, de voter la motion référendaire du RN? Moi, vous savez, je suis élue d'opposition au Rassemblement national depuis 2014, donc depuis que je suis quand même très jeune, et c'est des sujets sur lesquels j'ai jamais tergiversé. Donc je ne tergiverserai pas. Après, il vous échappera pas que je suis pas parlementaire. Oui, mais vous avez 23 députés. Citoyenne, j'ai été extrêmement choquée
des manœuvres en fait de la majorité LREM à l'Assemblée nationale, puisque ils ont normalement, il y a une motion référendaire qui peut être déposée, la NUPES a déposé la sienne, que quelques jours après le RN a déposé la sienne, mais c'était trop tard, ils ont dit si on va en prendre une deuxième, comment on choisit, on va tirer au sort, et c'est celle du RN qui a été choisie. Et ça déjà c'est très contestable. Alors, et ça montre bien les petits arrangements. Moi déjà entre les deux tours, ils n'ont pas choisi entre moi et Marine Le Pen, ils ont dit qu'on était deux candidats extrémistes, la candidate LREM chez moi, puis la vice-présidence à l'Assemblée, puis, et en fait un point, ça fait une ligne. Donc ça veut dire qu'il y a un axe Renaissance. Je pense qu'ils choisissent leur opposition et que c'est extrêmement dangereux et que j'ai toujours été présente pour faire le Front républicain, y compris pour me mouiller personnellement, d'appeler à voter Emmanuel Macron entre les deux tours de la présidentielle, ce que je n'ai pas fait par gaieté de cœur et c'était la deuxième fois. Et je pense vraiment que ce qu'ils font est extrêmement dangereux. Sur cette motion référendaire. Donc je ne vois pas comment on vote une motion référendaire. Donc ELV vote pas, vous confirmez. LFI et PC, on ne sait pas encore. Ils sont libres, ils font ce qui leur semble juste. Vous n'avez pas un avis à leur donner. J'attends avec impatience leur explication. Peut-être y a-t-il des raisons qui m'échappent, j'attends de les voir. Parce qu'ils pourraient la voter, a priori. Ça serait une faute, une erreur? Je n'ai pas les informations. Non, mais ça serait une faute. Ça serait une faute. Ça dépend comment ils le justifient. Mais je vois mal comment ils pourraient justifier ça. Alors, débat parlementaire. La NUPES a déposé 18 000 amendements sur les 20 000. Ils travaillent bien, nos parlementaires. Et vous trouvez, est-ce que c'est pas une manière d'avoir choisi la stratégie de l'obstruction? Elisabeth Borne considère dans le JDD que c'est 18 000 amendements et le signe que vous n'avez pas envie d'un vrai débat sur les retraites et vous demande d'ailleurs de retirer une partie de ces amendements pour permettre un vrai débat sur le fond. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors, premièrement, je rappelle qu'en 2006, dans les débats sur la privatisation de Gaz de France, il y a eu 138 000 amendements. Donc, vous voyez, quand vraiment on veut faire de l'obstruction... Donc, ça veut dire qu'il faudrait 10 fois plus d'amendements? Et puis, bref, je pense que 18 000 amendements... ça va, on a déjà 18 000, attendez, on précise les choses, 18 000 amendements, NUPES, ça permettra pas, ça empêchera le débat. Je vais vous répondre. Ouais. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu Sandrine Rousseau le dire, j'ai entendu d'autres parlementaires NUPES le dire, le but n'est pas de maintenir tous ces amendements, puisqu'ils ont expliqué qu'ils pourraient retirer les paquets d'amendements justement pour arriver aux articles de la loi qui les intéressent, dont ils veulent débattre, ça a été dit publiquement. La troisième chose, c'est qu'en fait, on ne prend pas de leçon de démocratie de La République En Marche. Pourquoi ? Ils ont fait eux-mêmes de l'obstruction parlementaire avec les Républicains sur le texte sur la corrida, par exemple, pour que la niche, la France Insoumise n'aille pas au bout. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. C'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Ils voulaient que le texte n'aille pas jusqu'au vote à la fin. C'est pas tout à fait comme ça que c'est faux. La niche LRM, il n'y a pas de 49.3 et il n'y a pas d'ordonnance à la fin. Ce que vous dites n'est pas juste par rapport à la proposition de la corrida. C'est pas comme ça que c'est passé. Expliquez-moi alors si j'ai C'est au départ, il avait été décidé que cette proposition-là n'irait pas jusqu'au bout. C'est ce qui a été dit, redit et prouvé. Décidé par qui ? Par LFI. C'est pas comme ça que ça s'est passé. C'est pas l'obstruction de Renaissance. En tout cas, c'est pas la version d'Aymeric Caron qui était le chef de file sur le texte. Mais en tout cas, quand on dit que c'est l'opposition qui empêche le débat de se tenir, alors que le gouvernement a choisi exprès le véhicule du projet de rectificatif de loi de financement de la sécurité sociale qui contraint extrêmement en nombre de jours le débat, qu'il menace d'un énième 49.3. Non, justement, Elisabeth Guigou dit, Elisabeth Borne, Borne dit. Si Elisabeth Guigou fait les 49.3, la une erreur. Dit pas de 49.3, je veux pas de 49.3. Bah oui, parce que maintenant elle a fait le véhicule le choix de ce texte en particulier fait que en 50 jours c'est plié, qu'après ils passeront aux ordonnances. Donc ils n'ont même pas besoin du 49.3. Et puis elle fait des cadeaux aux députés des Républicains pour essayer d'avoir une majorité, puisque je rappelle quand même que le principal problème d'Elisabeth Borne, ça va pas être que LFI ou ELV ne votent pas sa réforme, c'était pas prévu. Le problème d'Elisabeth Borne aujourd'hui, c'est que sa propre majorité se fissure sur ce texte. Déjà 12 députés LREM refusent de voter ce texte. Et donc, même les macronistes doutent de ce projet macroniste. Donc, à un moment, le problème d'Elisabeth Borne, c'est pas les écologistes. C'est pas les écologistes. Elle dit d'ailleurs, vos amendements, vos amendements, ça coûte, si on écoutait votre programme, ça coûte 110 milliards d'euros. Sur les retraites. Oui, alors, j'ai vu ça ce matin. C'est vrai ou pas ? Vous savez, c'est peut-être comme les chiffres des manifestants selon la CGT, selon la police. Je vais demander un recomptage. Pour vous, c'est combien ? Non, mais évidemment que c'est pas cumulatif. Tous les amendements, qu'on fait des propositions et qu'on essaye d'avoir des compromis, on remarque qu'elle n'en cherche qu'avec les Républicains. Elle a choisi son camp. En ce qui concerne l'âge légal, pour vous, c'est quoi ? 60 ans ? 60 ans. C'était 62 dans tous les tracts, ou 64 ? C'est 60 ans, c'est dans les tracts de tous les députés NUPES et des candidats NUPES qui n'ont pas été Parce que dans les 110 milliards, il y a 85 milliards, par exemple, qui concernent ce retour à l'âge légal de 60 ans. Mais vous savez, on veut nous faire croire en fait qu'on a le choix entre travailler plus longtemps ou avoir des plus petites pensions. On nous enferme dans ce débat en disant vous préférez quoi ? Travailler plus longtemps ou avoir des plus petites pensions ? Et jamais
on parle de l'autre variable d'ajustement possible, c'est-à-dire les cotisations, pas des salariés, mais de la taxe sur les super profits, le fait que le capital paye plus, que les richesses soient mieux réparties dans ce pays. Et c'est cette alternative-là que nous, on veut creuser. Et oui, de l'argent, il en existe. Et on dans vous ce pays. dit, si on augmente les cotisations sociales sur les entreprises, ça fera monter le chômage. Je pense qu'il faut le faire de manière sélective et aller chercher l'argent où il est, c'est-à-dire il n'est pas chez tout le monde. Chez les milliardaires ? Par exemple. Est-ce que vous voulez toujours une France sans milliardaires, Marine Tondelier ? Oui. Alors, je précise quand même, parce que Bruno Le Maire m'a accusé d'être une coupeuse de tête. Voilà, il a dit... Je précise que je n'ai rien de personnel contre les milliardaires. Évidemment qu'ils on a senti une détestation. Non, j'ai un problème avec les milliards. Ouais. Plus qu'avec les milliardaires. Et vous voyez, quand Stanislas Guerini, il y a 3 jours, dit il faut supprimer les fonctionnaires, je pense qu'il ne parlait pas d'embaucher des tueurs à gages pour les attendre à la sortie des administrations. Donc quand c'est Stanislas Guerini, tout le monde comprend. Là, c'est pareil. Je pense qu'avec 999 millions, on s'en sort très bien. Mais pour vous, comment vous définissez un milliardaire ? Un milliardaire, c'est quelqu'un qui a, en termes de patrimoine financier, plus d'1 milliard. Plus d'1 milliard. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut lui confisquer sa fortune, c'est bien. Qu'est-ce qu'il faut faire d'eux ? Je pense qu'il faut mieux répartir les richesses dans ce pays et que on nous parle parfois, par exemple, de talent. Je ne pense pas que le talent de Bernard Arnault ait été multiplié par 3 depuis mars 2020, pendant que sa fortune était multipliée par 3. Je ne pense pas, quand on parle de mérite, qu'à l'heure où 80% des milliardaires français sont des héritiers, on puisse vraiment parler de mérite. Je ne pense pas qu'on puisse parler les gens disent ils contribuent à l'impôt, mais regardez les chiffres. Très ils contribuent à l'emploi aussi. Alors, il contribue à l'impôt, je vous fais la réponse, et puis je parlerai d'impôt après, mais sur l'impôt, on voit bien que Bernard Arnault paye, dans ce qu'il paye comme impôt, c'est pas proportionnel à sa fortune. C'est pas vrai, parce qu'on sait bien que plus on va dans les ultra-riches, plus il existe des trappes pour s'évader de la fiscalité. Il est aujourd'hui plus simple en France de créer une société offshore en quelques clics que d'envoyer un recommandé à sa grand-mère avec l'histoire du timbre rouge qui n'existe plus et il faut aller sur le site et même moi, j'arrive pas à le faire. Donc, il y a un vrai sujet de fiscalité aussi. Et puis, pour ce qui est de l'emploi, quand on prend Bernard Arnault qui a multiplié sa fortune par 3, depuis mars 2020, à chaque milliard créé, à chaque milliard supplémentaire de sa fortune, il a créé 100 emplois. Donc, je pense que son taux de rendement n'est pas optimal et que si on répartissait mieux les richesses, peut-être créerait-on même plus d'emplois, en tout cas plus de justice. Et vous savez, moi, je lis beaucoup des économistes catholiques de gauche comme Cécile Renoir qui nous parlent du facteur 12 et qui démontrent qu'en fait, dans une société où il y a plus de 12 fois entre le salaire minimum et le salaire maximum, en fait, personne n'est plus heureux. Ni les plus pauvres, ça on l'imagine bien, mais les plus riches non plus. Et donc, il faut mieux répartir les richesses aussi pour des raisons environnementales. Donc, Bruno Le Maire, il a dit que vous faisiez partie de la gauche coupeur de tête. Et puis, on voit des ministres vraiment dans un souci d'apaisement dans ce pays. Et puis, il y a eu des commentateurs qui disent est-ce que la détestation des riches, ça devient une valeur de gauche ? C'est une valeur de gauche. Mais moi, je déteste personne. Je ne suis qu'amour. Vraiment. C'est vrai ? Évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire, vous n'êtes qu'amour ? Non, mais franchement, je suis quelqu'un de plutôt serein, de plutôt patient, de plutôt constructif. Vous êtes Jésus-Christ ressuscité ? J'aimerais bien qu'on puisse débattre du fond sans être dans les caricatures, parce que la réalité, c'est que quand on accumule autant d'argent, évidemment que quelque part, c'est par l'exploitation des ressources naturelles ou par l'exploitation de femmes, d'hommes et d'enfants, voire même tout ça en même temps. Et donc, oui, il faut en discuter. Et je ne vois pas pourquoi, quand on enlève 5 € par mois d'aide au logement à toutes les Françaises et les Français qui en bénéficient, c'est une mesure évidente pour certains, et que ce ne serait pas évident de dire qu'au-delà d'1 milliard... Qui n'est pas allé jusqu'au bout. Alors, une précision. C'était quand même évident pour eux. François Hollande, il avait estimé en 2007 qu'avec 4 000 € de revenus mensuels, on est riche. Il avait raison ou pas ? Oui. 4 000 €, on est riche ? On est riche comparativement à la société française, et je ne vous parle même pas comparativement à la société mondiale. Un député qui gagne... On fait partie des 1% des plus riches du monde quand on a plus de 4 000 € par mois. Un député qui gagne 7 493,30 € mensuels avec son indemnité de fonction, est-ce qu'il est riche ? Est-ce qu'il doit rendre une partie de cet argent? Évidemment que les parlementaires font partie des plus riches. Mais alors, qu'est-ce que vous dites? Attendez, qu'est-ce que vous dites? Oui, mais qu'est-ce que vous dites à vos 23 députés qui doivent donner une partie? Mes 23 députés, je pense, sont ceux dans l'hémicycle qui reversent le plus de leur indemnité, et notamment au parti. Mais s'il y a 4 000 €, on est riche, il faudrait qu'ils reversent au moins la moitié de leur salaire. Vous voyez, quand on parle de mérite, de talent, de travail, d'effort, évidemment que les parlementaires, je peux vous dire que c'est pas un métier cool, simple. D'ailleurs, y en existe-t-il vraiment? Je n'en suis pas sûre, mais on voit bien qu'ils passent quand même leur journée, une partie de leur nuit en hémicycle. Quand ils rentrent chez eux en circonscription, ils ont leur travail. Comme un certain nombre de salariés. Exactement, c'est pour ça que je dis, existe-t-il un métier simple? Je n'en suis pas sûre. Jean-Luc Mélenchon qui dispose d'un patrimoine
patrimoine de 1 300 000 € jusqu'à éventuellement 1 500 000 €. Il l'a dit récemment, il est donc riche, très riche. Évidemment, mais il n'est pas milliardaire, je pense pas. Il est très riche. Oui. Hein, et donc, on peut défendre les moins privilégiés en étant riche. Quand on a les bonnes valeurs, il n'y a pas de problème. C'est pas une tare d'être riche. Non, j'ai jamais dit ça. Moi, j'ai juste dit que je voulais partager mieux la richesse et qu'il me semblait qu'au-delà d'1 milliard, c'était plus décent en fait. Et je vous parle de Bernard Arnault qui en a 179 milliards. Hein, c'est pas 1 milliard, c'est le multimilliardaire. Et c'est le seul pour vous. Oui, mais c'est beaucoup. Ça veut dire que si vous êtes... C'est une question. Non, mais ça veut dire que si vous êtes le 11 novembre 1918, le jour de l'armistice, vous gagnez le gros lot au loto et que vous regagnez le gros lot au loto tous les jours depuis l'armistice, c'est-à-dire 37 000 fois de suite. Aujourd'hui, vous n'avez toujours pas la moitié de la fortune de Bernard Arnault. Ils sont tellement riches qu'ils ne savent même pas quoi faire de cet argent. Insupportable. Et en plus, en général, ils s'en servent pour des choses qui sont... climaticides. Bernard Arnault a un super yacht qui, en un mois, émet ce qu'un Français moyen émet en CO2 en 625 ans. Climaticide. Bah oui, climaticide. Les footballeurs de haut niveau, ils sont riches, ultra riches, privilégiés. Les footballeurs qui jouent en première division. Évidemment, ils en sont même conscients. Je ne vous dis pas qu'ils ne méritent pas cet argent. Je pense qu'ils sont très conscients. Ils méritent cet argent ? Je pense que ça fait partie, pour le coup, des métiers où on peut reconnaître du talent. Que c'est pas donné à tout le monde. Moi, par exemple, vous me mettez sur le terrain de foot de la Coupe du Monde, je suis pas sûre que je marque un but, ni que j'en arrête un. Est-ce que ça mérite 200 millions d'euros par an ? C'est un débat de société. Et surtout, la question, c'est par qui c'est payé, les sponsors, on voit bien, on connaît le milieu du foot professionnel. Après, moi, je suis une amoureuse du sport. Il se trouve que je soutiens le RC Lens, qui n'est pas le club le plus riche, et j'ai vu que maintenant, ils essaient de faire votre mari est un grand sportif ? Un grand sportif, ça lui ferait très plaisir. Il fait le triathlon. Chacun fait. Les sportifs amateurs, il y en a beaucoup dans ce pays. Mais vous voyez, le RC Lens, ils essayent de faire des déplacements en train quand ils peuvent. C'est beau, il faut essayer de faire ça. Moi, je suis furieuse de ce que devient le sport de haut niveau. Et cette Coupe du Monde du Qatar, notamment, où moi, je fais partie des gens qui, normalement, se réveillent la nuit pour regarder la finale du 800 mètres. Vous l'avez pas fait, là ? Et là, franchement, pour le Qatar, non, mais voilà, j'adore les compétitions sportives. Vous êtes sportif vous-même ? À mes heures perdues, j'essaye, il vous échappera pas, j'ai pas le temps. Mais vous voyez, je suis assez en colère qu'on nous vole ces compétitions parce que quand c'est la Coupe du Monde du Qatar, en fait, on n'arrive pas à regarder, à se réjouir et à participer à la fête. Donc, il faut qu'on arrive à équilibrer ces débats aussi du sport international de haut niveau. Puisqu'on parle de footballeurs, est-ce que vous vous demandez comme Sandrine Rousseau ce que va faire Mbappé après 50 ans? S'il y en a un pour qui je me fais pas de soucis, c'est Kylian Mbappé. Il m'a l'air d'avoir un peu de ressources. Et alors, et comment vous expliquez cette sortie de votre camarade Sandrine Rousseau, qui a étonné beaucoup de monde, hein? Qu'est-ce qu'il va faire quand il aura 50 ans? Elle peut être étonnante parfois, Sandrine, c'est sa manière de faire, et elle pente aussi des débats de société. C'est comme ça qu'elle fait, elle en a soulevé. Mais là, c'est une erreur, une faute de sa part? Il n'y a pas d'erreur. Ça vous a étonné? Il n'y a pas d'erreur, il y a parfois des incompréhensions, mais je ne pense pas que ce soit une erreur. Ce qu'elle dit quand même se soucier de la retraite de Kylian Mbappé, qui va gagner 630 millions d'euros brut de rémunération au total pour son contrat de 3 ans au PSG, c'est-à-dire 282 millions d'euros net. C'est quand même assez lunaire de se demander ce qu'il va faire quand il aura 50 ans. Je pense qu'elle voulait souligner le fait qu'Emmanuel Macron, l'ayant étreint longuement à la fin du match de finale, et en disant vous vous inquiétiez pour lui, inquiétez-vous encore pour lui. Je pense que c'est ça qu'elle voulait faire. C'est pas ce qu'on a compris. Comme je vous l'ai dit, moi je suis pas inquiète pour Kylian Mbappé, je suis inquiète pour beaucoup de gens en France, mais pas spécialement pour lui. Je lui souhaite beaucoup de réussite et je pense qu'il y arrive très bien tout seul. Une question aussi que certains posent au Modem, à droite, ainsi de suite. Problème de la natalité. Certains considèrent que l'une des raisons des problèmes avec les retraites est due à l'écroulement de la natalité. C'est-à-dire qu'il faut prendre des mesures de nature à revoir la politique familiale pour inverser la tendance. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je pense certains, il y a le Modem notamment le propose. En fait, il y a eu le baby boom. Donc, c'est pas que la natalité soit basse, c'est qu'elle était haute et que du coup, il y a dans la pyramide des âges, effectivement, là, une vague d'arrivée des baby boomers à la retraite, mais y compris le Conseil d'orientation des retraites montre bien que une fois que cette vague sera passée, le système prévisionnellement est à l'équilibre en 2050. Donc le problème, c'est pas la natalité, c'est l'arrivée du baby boom. Je suis pas certain que ça dit ça, mais bon, allons-y. Ah bah moi j'en suis sûre, mais on peut vérifier. Mais voilà, je pense que le sujet n'est pas vraiment celui-là. Donc pas de problème avec la natalité, pas de mesures à prendre pour inverser la tendance en matière de natalité. C'est pas vraiment ça le problème. C'est pas ça le problème. Quel type d'action vous préconisez contre la réforme des retraites? Je suppose que mardi. Vous parlez en termes sociaux? En termes sociaux, je suppose que mardi vous serez parmi les manifestants. Mes baskets sont toujours prêtes, il n'y a pas de problème. Je vais essayer. À l'aise dans vos baskets? Très à l'aise dans mes baskets. Et puis je vais vous dire, ce qu'on vit dans la rue, c'est des moments qui sont
sont beaux, en fait. Je pense que les Françaises et les Français, pour beaucoup, ont enchaîné les humiliations depuis des années. Il y a eu cette histoire d'allocation logement dont on a parlé. Il y a eu la réforme de l'allocation chômage. Il y a les services publics qui s'écroulent. Il y a des gens qui passent des nuits sur des brancards parce qu'ils n'ont pas les lignes nécessaires. J'étais en train de manifester, moi, jeudi, à Hénin-Beaumont, dans le lycée général d'Hénin-Beaumont, le lycée Fernand d'Archicourt, parce qu'il y a une baisse vous êtes des dotations. élu, Hénin-Beaumont, vous êtes c'est élu. ça, mais il y a une baisse des dotations pour ce lycée. Ils vont devoir supprimer toutes les options. Toutes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait de l'italien ou du chinois ou du latin en première pourra pas le faire en terminale, parce qu'il n'y a plus d'argent pour les options quand on est aujourd'hui élève au lycée général à Hénin-Beaumont. Donc on revient en retraite. Ce que je veux vous dire, c'est que ces humiliations générales au quotidien, cette succession d'humiliations, fait que en fait, les gens qui manifestent aujourd'hui, c'est pas juste pour ou contre la réforme des retraites, c'est pour toute leur œuvre. C'est toute l'œuvre de qui ? Du gouvernement. D'Emmanuel Macron ? C'est ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'humiliation de trop, que les Françaises et les Français relèvent la tête et se disent maintenant stop. Et je pense que, pareillement, ce mouvement social qui est né ne s'arrêtera pas, cette colère ne s'arrêtera pas avec la fin de la réforme des retraites. Ça veut dire quoi ? On est à la veille d'une explosion sociale de grande ampleur ? Je pense, et ils ne l'ont pas ça veut dire quoi compris précisément, avec les Gilets jaunes. Ils ne l'ont pas compris avec les Gilets jaunes, ils sont repartis comme avant. Moi, quand j'entends des parlementaires qui disent par exemple que les métiers pénibles sont moins pénibles qu'avant parce que par exemple les carreleurs ont des genouillères et que les déménageurs ont des exosquelettes, non mais sans blague, ils font exprès, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des métiers plutôt confortables, qui sont cadres, certains du haut de leur tableau Excel dans leur ministère, qui calculent et qui vont nous expliquer ce que c'est qu'un métier pénible ou pas, qui vont nous expliquer ce que c'est qu'une carrière longue ou pas, mais qu'en savent-ils ? Et plutôt, ils démontrent dans leur prise de position assez choquante l'inverse, qu'ils n'ont rien compris, qu'ils sont complètement déconnectés. Et je vais vous dire, pour quelqu'un qui fait vraiment ce métier, c'est une insulte telle et ils ne se rendent pas compte de ce qu'il faut bien appeler du mépris de classe. Quand vous dites du mépris de classe. Explosion sociale, ça veut dire quoi ? Ça peut conduire au départ d'Emmanuel Macron ? Vous le souhaitez ? Vous le souhaitez ? Vous le souhaitez ? Franchement, et après quoi ? Enfin, est-ce que vous considérez, en fait, est-ce que c'est un président légitime ou illégitime ? Il est légitime, il a été élu par les urnes. Donc moi, je suis encore républicaine et démocrate. Il a gagné. Mais la question, c'est qu'est-ce qu'on prépare après ? Et je pense que les gens dans la rue, moi, ce qui me fait très plaisir, c'est que ces manifestations, on sent la colère, le fait de vouloir stopper de se faire humilier, mais il n'y a pas de... C'est pas de la colère sombre, il y a beaucoup d'espoir en fait. Il y a beaucoup de dignité dans ces manifestations, il y a beaucoup de joie, il y a beaucoup d'espoir, il y a de la musique, les gens sourient, ils sont contents d'être là ensemble, ça fait du bien. Et je souhaite que ça continue comme ça parce que je peux vous dire qu'au gouvernement, il rêve que d'une chose, c'est de manifestations qui soient brutales, qui ne se passent pas bien, qui montrent une mauvaise image du mouvement social. Et pour l'instant, c'est très rare que quand un mouvement social comme ça prend de l'ampleur, le soutien des Français à ce mouvement social en prenne aussi en même temps. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et vous pensez que mardi, il y aura encore plus de monde dans les rues ? Je le souhaite. Jusqu'à combien ? Selon la police ou selon la CGT. C'est pareil. Je pense qu'il faut qu'on soit au moins 2 millions et que ça va continuer. Au moins 2 millions, et puis après... Je manifesterai dans le Nord-Pas-de-Calais aussi samedi, à Arras le matin, à Lille l'après-midi. Et après d'autres manifestations tous les 2 jours, pareil ? Alors, il y a l'histoire des vacances scolaires qui est forcément un moment un peu particulier. Alors justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que vous approuvez éventuellement le recours aux grèves reconductibles dans les transports, dans les raffineries, dans les centrales EDF ? Et puis justement, ces grèves dans les transports, est-ce qu'elles sont acceptables les jours de départ en vacances d'hiver en février ? Déjà, c'est intéressant de voir qui part en vacances, parce qu'en réalité, les personnes qui sont les premières concernées par cette réforme de retraite, je ne pense pas que ce soit des gens qui partent en vacances. Ah bon, donc il faut les empêcher de partir en vacances ? Je ne vous dis pas ça. C'est les Attendez, vous dites c'est les privilégiés qui partent en vacances. Franchement, regardez combien de pourcents de Français vont partir en vacances en février. Donc ça veut dire si... Moi, j'habite sur un territoire où ce n'est pas vraiment le sujet. Ça veut dire s'ils ne peuvent pas partir en vacances, tant pis pour eux. Je commence ma réponse. Tant mieux pour eux. Je commence ma réponse que vous ne me laissez pas finir en vous disant, moi, à Hénin-Beaumont, si vous dites aux gens il n'y a pas de TGV le week-end de départ en vacances, je pense sincèrement que tout le monde s'en fout parce que c'est pas leur sujet de préoccupation quotidienne qui est manger. 10 millions de Français qui ont du mal à se nourrir aujourd'hui. Voilà, donc on est sur... Il y a des millions de Français, qui s'en foutent pas. Évidemment, et aujourd'hui, on est dans une... Y compris les parents d'enfants qui vont voir leurs grands-parents en province. C'est ce dont j'allais vous parler. Mais aujourd'hui, on est dans un mouvement social qui se durcit. Et donc, évidemment que, comme cette réforme va demander des efforts, le mouvement social demande aussi des efforts. On voit notamment que pour la grève, c'est un peu compliqué, qu'il y a eu moins de grévistes cette fois-ci que la fois d'avant. Pourquoi ? Mais il y avait plus de monde dans la rue. C'est qu'en fait, les gens, pour pas perdre du salaire, et c'est normal, posent plutôt un jour de RTT, un jour de congé. Et on voit que l'argent est un sujet aussi. Donc, forcément que le mouvement
on s'adapte. Mais on vous a jamais dit qu'un mouvement social, c'était simple. On le sait, mais on le fait parce que c'est plus simple de faire ces efforts pendant 3, 4, 5 semaines que d'en faire ensuite pendant 40 ans. Et ce que je précise quand même, c'est qu'il y a aussi des manières de monter ce mouvement social qui sont aussi positives pour les Français. J'ai vu que certains à la CGT faisaient des Robin des Bois en passant en gratuité certaines zones pour l'électricité. On sait que parfois on lève les barrières de péage et qu'on fait passer gratuitement. Enfin, non, mais là on parlait d'empêcher les gens de partir en vacances. Oui, mais parce que vous focalisez. C'est Elisabeth Borne qui va empêcher les gens de partir en vacances aujourd'hui. C'est pas les cheminots. Vous savez ce qui empêche les gens de partir en vacances ? Non, allez-y. C'est le pouvoir d'achat. Ouais. C'est le pouvoir d'achat. Mais ceux qui ont prévu de partir en vacances, et c'est le fait que chez moi, les TER n'est plus un mode de déplacement fiable, par exemple, parce qu'on est ravis que les TGV se portent bien, mais la plupart des endroits en France, sur les petites lignes de TER, c'est plus un mode de déplacement fiable. Et donc on dit aux gens, faites un effort pour le climat, laissez votre voiture, mais on leur ruine les transports du quotidien pour se concentrer sur les TGV, les lignes à grande vitesse. Ça fait des dizaines d'années que c'est comme ça. Hein. Bah oui, c'est un problème. Mais donc, attendez... Donc vous voyez le problème des départs en vacances des Français. Peut-être qu'il y a la grève qui va perturber, mais en fait, surtout, c'est un problème de pouvoir d'achat. Je vous dis c'est pas grave. Je vous dis que peut-être c'est le prix à payer. C'était la question. C'est le prix à payer. C'est un mouvement social. Hein. Donc, on peut aussi se dire qu'on chante moins fort les slogans, qu'on reste chez nous, qu'on attend sagement. Et ça veut dire que cette réforme passera. Et après, on va vous dire, vous allez entendre, les cheminots sont des privilégiés qui empêchent les gens de partir en vacances. Vous savez, ils sont tellement privilégiés que chez moi, dans les Hauts-de-France, ils n'arrivent pas à recruter des conducteurs de train. Ça doit vraiment être très, très privilégié pour qu'ils n'arrivent pas à recruter. Et alors, c'est pour ça que, par exemple, Gérald Darmanin, il dit la NUPES ne cherche qu'à bordéliser le pays. Je pense qu'il pense à vous quelque part. Vous pensez qu'il parlait de moi déjà... Quand vous dites c'est pas grave, si le prêt à payer s'ils ne peuvent pas partir en vacances. En réalité, si quelqu'un bordélise dans ce pays, c'est eux, avec cette réforme. Eux, c'est-à-dire le gouvernement qui nous propose une réforme dont ils disent qu'elle est très très urgente, c'est faux, qu'elle est juste, c'est faux. Et franchement, il y avait autre chose à faire dans la séquence. On est dans une urgence sociale, une crise énergétique. C'est le sujet qu'ils ont décidé de mettre sur la table. C'est quand même pas de notre faute, on va quand même pas s'excuser. La deuxième chose, c'est que c'est choquant comme langage de la part d'un ministre. Et surtout du ministre de l'Intérieur. Le ministre de l'Intérieur, regardez dans ses fonctions, qu'est-ce que c'est ? Il doit garantir la cohésion des institutions de ce pays. C'est pas ce qu'il fait. Ah bon ? Il met de l'huile sur le feu tout le temps avec les associations écologistes qui, sous le joug de la loi séparatisme, essayent de criminaliser alors qu'il y a peut-être d'autres sujets en France et qu'eux au moins se battent pour le climat. Vous pensez aux associations écologistes qui perturbent la circulation que Gérald Darmanin perturbe en leur retirant les subventions, en les criminalisant et en les menaçant. Parce que c'est ça qui se passe pour les mouvements de désobéissance civile en ce moment, alors que désobéir la désobéissance civile, c'est une action politique légitime ? Oui. Mais là, c'est pas forcément la désobéissance civile, c'est le fait d'empêcher les gens, par exemple, d'aller travailler. C'est pas pour ça qu'il... vous savez, la subvention qu'il retire à Poitiers, à Alternativa, c'est un forum de 2 jours, un forum des associations où ils font une conférence, non pas pour former la désobéissance, c'est une conférence pour débattre de l'opportunité d'en faire ou pas. Et non seulement pour juste avoir débattu du sujet, il demande de supprimer la subvention. Enfin voilà, franchement, excusez-moi, il est en guerre, mais pas sur les bons sujets. Et par ailleurs, quand il dit bordéliser, je sais pas quoi, il n'est pas dans son rôle de ministre de l'Intérieur. Est-ce que, on parle des manifestations, vous allez manifester mardi et les autres jours, est-ce que désormais tout va se jouer dans la rue ? Non, ça va se jouer au Parlement et dans la rue, mais on voit bien qu'au Parlement, tout est fait pour qu'on débatte le moins possible. En termes de temps, il y a l'histoire du 49.3, il y a l'histoire des ordonnances, mais dans la rue, il n'y a pas de 49.3 et pas d'ordonnance. Donc on voit bien qu'au moment où potentiellement ça s'arrête dans l'hémicycle, alors ça continuera dans la rue. C'est ce qu'on appelle un travail d'équipe. Chacun est à son poste. Quand vous dites ça s'arrête dans l'hémicycle, ça veut dire que si le projet de loi est voté en fin de parcours, c'est-à-dire courant mars... Et même s'il ne l'est pas, parce que la magie de ce qu'a choisi comme mode d'examen de ce texte le gouvernement, c'est que si au bout de 50 jours le texte n'est pas adopté, il sera adopté quand même, et mis en tout cas, s'il passe, la contestation se poursuit, doit se poursuivre. Vous avez compris que même s'il passait pas, il était appliqué quand même. C'est ça qui est très choquant. La contestation doit se poursuivre ? Évidemment. Ça sera pas un vote, une loi légitime ? Non. Donc ça se joue plutôt dans la rue. C'est la rue qui doit avoir raison. Avec 2 millions de personnes, si on a les manifestations les plus importantes de la décennie, ce qui pour l'instant est le cas, que ça continue d'augmenter, qu'ils continuent à s'empêtrer avec y compris une partie de leur majorité qui ne veut pas voter ce texte, c'est-à-dire que même les macronistes ne sont plus macronistes, ça ne peut quand même pas être de ma faute. Vous savez ce qu'on vous répond ? 2 millions de personnes éventuellement dans la rue, mais ça veut dire qu'il y a des dizaines de millions de personnes qui ne manifestent pas.
et qui sont peut-être favorables à la loi. Excusez-moi, mais quand on habite dans la France périphérique, se rendre à un lieu de manifestation, surtout un jour de grève, où il y a par exemple moins de trains, c'est pas forcément aisé. 2 millions dans la rue, c'est énorme. Et regardez surtout les sondages et le taux de soutien de la population à ces manifestations, il est historique. Donc je veux bien qu'on cherche tous les arguments possibles pour minimiser ce mouvement social, qu'on se mette des œillères pour pas voir et continuer à se dire qu'on a raison. À un moment, faut être lucide et de bon sens, quoi. Alors, lucide et de bon sens, justement. La guerre en Ukraine est en partie à l'origine d'une crise de l'énergie sans précédent depuis 1973. Tous les experts expliquent que pour éviter ces augmentations de prix de l'énergie, il aurait fallu construire plus de centrales nucléaires. Et pourtant... Tous les experts disent ça, dis donc. Laissez-moi finir la question, après vous répondez. Et pourtant, il y en a qui parlent des renouvelables aussi, quand même. Hein. Renouvelables aussi, bien sûr, puisque ça fait partie du plan. Renouvelables et nucléaire. Et pourtant, ce sont les Verts qui sont opposés au développement de l'énergie nucléaire. Est-ce que cette crise de l'énergie n'enlève pas à ELV ce thème de l'arrêt du nucléaire qui a toujours été le vôtre? Non, mais après, vous répondez. Je m'inscris en faux. Voilà, et vous répondez ce que vous voulez. Excusez-moi, ça fait 40 ans que les écologistes disent, premièrement, que le nucléaire, ça ne marchera pas. Et à l'automne... pourtant, là, on voit que ça marche. Vous ne me laissez pas répondre. Ouais, allez, bien sûr. Ça fait 40 ans qu'on vous dit que le nucléaire, ça ne marche pas pour plein de raisons. On ne sait toujours pas régler les déchets. On est en embargo surtout avec la Russie, mais on continue à acheminer l'uranium par chez eux et à leur renvoyer nos déchets nucléaires qui sont à ciel ouvert dans des décharges en Sibérie. Et puis, même si on faisait... même si on se masquait ça, certains y arrivent très bien, on voit bien qu'à l'automne, un réacteur sur 2 dans ce pays était à l'arrêt. Et c'était pas de la faute des écologistes. Donc, maintenant, je crois qu'il y en a combien? 46 qui marchent sur... Ça change tous les jours. Il y en a une dizaine qui marchent. C'est une énergie intermittente aujourd'hui, nucléaire. Donc c'est comme ça. Et c'est pas de la faute des écologistes. Non, mais de toute façon, dans ce pays, c'est toujours la faute des écologistes, même quand ils ont alerté depuis 30 ans, donc on a l'habitude. Nous, ce qu'on disait, c'est qu'il fallait développer les énergies renouvelables. En Allemagne, aujourd'hui, ils sont à 49% de renouvelables et ils seront en 2030 à 80% de renouvelables. Ils ont des problèmes d'énergie. Oui, parce qu'ils seront à 80% en 2030. Mais au moins, ils y seront. Nous, on est les champions, vous savez, on est les champions d'Europe de la désobéissance, pas civile, mais la désobéissance étatique à l'Europe. Et donc, on devait être à 22% de renouvelables, à 23% de renouvelables en 2022. On s'y était engagé auprès de l'Europe. On est à 19%. C'est quand même pas de la faute des écologistes. Donc oui, il fallait développer le renouvelable. Depuis très longtemps, on l'a porté seul, sans soutien. Et aujourd'hui, on en est là. Et c'est pas exactement de notre faute. Le nucléaire. Emmanuel Macron... qui d'ailleurs a été critiqué pour avoir fermé Fessenheim, a relancé vendredi a lancé vendredi un conseil de politique nucléaire pour tenir, dit-il, le cap et la cadence de la relance accélérée de la filière nucléaire annoncée il y a un an. Il va avoir du travail pour tenir le cap parce qu'il y a l'EPR, c'est ce qui devait être la magie nucléaire, l'avenir de la filière et un fleuron français qui, dans le monde entier, serait transmis. Ça devait ouvrir en 2012, coûter 3 millions d'euros. 3 milliards d'euros, on en est en 2023, c'est toujours pas ouvert, on en est à plus de 20 milliards d'euros. Normalement, dans un monde industriel normal, quand le prototype ne marche pas, vous actez que ça marche pas, vous arrêtez. Là, ça marche toujours pas, et ils nous disent, attendez, on va en construire 6. Ces EPR de génération 2 qu'on nous promet n'ouvriront pas à la date indiquée, et je pense jamais. On est en train de se dire qu'en 2040, peut-être ils vont ouvrir, 2045, ça dure 60 ans en plus ce genre de réacteur. Mais qui peut prévoir où on sera? Parce que lui déjà, il pouvait pas prévoir le 31 décembre qu'il y aurait du réchauffement climatique. Qui peut prévoir, pour le coup, en 2100 où on est? Donc est-ce que la France peut se passer nucléaire? Non mais écoutez, c'est qu'on va pas avoir le choix. Cet été, quand le niveau des rivières a baissé, on ne savait plus comment faire fonctionner ces centrales. Et c'était cet été, en 2023. Qui peut prévoir en 2100 où on est? Qui peut prévoir à Gravelines, à la centrale du Blayais, dans diverses centrales qui sont construites vraiment au bord de la mer, où sera le trait de côte? La banquise fond 100 fois plus vite que prévu en ce moment. Et est-ce qu'on est certain que le renouvelable permettra d'apporter aux Français ce dont ils ont besoin en matière énergétique? Ce qui est certain, c'est que si on continue à désobéir à l'Europe sur les objectifs qu'on se fixe sur le sujet, c'est sûr qu'on n'est pas sorti des ronces. Mais moi, ce qui me préoccupe beaucoup, vous savez, sur le nucléaire, c'est que c'est vraiment un sujet patriarcal. C'est un sujet où on a des hommes ingénieurs dans leur certitude qui ont tout raté sur le sujet. Dans d'autres filières, ils ont menti en plus. Ils ont dissimulé des preuves, c'est prouvé. Dans n'importe quelle autre filière, ils seraient en prison. Ah oui? Ils mentent et ils seraient en prison. Vous parlez des responsables... Évidemment.
Du gouvernement, des gouvernements successifs? Des responsables de la filière nucléaire dans son sens large. Ouais. Il y a eu des mensonges, des dissimulations, et ça ne marche pas. C'est un échec industriel majeur. Un fiasco qui coûte énormément d'argent, qui a provoqué la faillite d'Areva et qui provoquera demain, qui aurait provoqué en fait la faillite d'EDF si l'État ne venait pas à sa rescousse, c'est-à-dire à la fin l'argent des contribuables. Est-ce que sans nucléaire, il ne faudrait pas faire le choix de la décroissance? Est-ce que vous y êtes prêts? Attendez, juste pour finir sur le nucléaire, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, mettre tous nos œufs dans le même panier et se dire qu'en fait, la résolution de la crise énergétique et la résolution de la crise climatique, on va tout mettre sur ces 6 EPR qui n'ouvriront jamais, c'est vraiment climaticide, c'est mentir aux gens et c'est condamner finalement notre avenir. Parce que quand le niveau des rivières ne permettra plus de les faire tourner, on va se dire « Ah bah c'est la faute des écologistes, on aurait dû faire du renouvelable comme vous venez de faire ce matin, c'est bon quoi ». La décroissance, c'est la solution? J'aime pas ce mot parce que je pense que pour plein de Françaises et de Français, on leur dit décroissance et ils se disent qu'ils peuvent pas vivre avec moins. Tout comme quand Emmanuel Macron a déclaré c'est la fin de l'abondance. Moi, il y a un bon moment, il y a des gens qui ont dit mais c'était quand l'abondance? On n'a pas compris en fait. Donc il y a un bon moment, on précise que c'est la ville où vous vivez, où vous êtes élu municipal. C'est mon échantillon test. Ouais. Mais franchement, excusez-moi, quand on dit c'est la fin de l'abondance, on montre en plus la déconnexion. Il y a plein de gens qui aimeraient beaucoup savoir ce que c'est que l'abondance. Mais donc, décroissance, vous voyez évidemment qu'il va falloir croître et décroître quoi? Nous, quand on est écologiste, on interroge les facteurs, enfin les indicateurs de richesse. On trouve que le PIB, c'est pas le bon indicateur. Et comme le mot croissance et donc le mot décroissance sont basés sur le PIB, c'est un petit peu compliqué. Mais évidemment qu'il va falloir décroître, en tout cas les émissions de CO2. On devait le faire de 6% par an pour tenir les accords de Paris. Vous savez de combien les a baissés l'année dernière? De 0. Donc oui, il va falloir décroître les émissions de CO2, mais on pourra croître beaucoup de choses, le nombre d'arbres en ville, le nombre de kilomètres de pistes cyclables, le bio dans les cantines, les circuits courts, et peut-être le bonheur et la prospérité, c'est en tout cas notre projet écologiste. Le bio dans les cantines, justement, la viande, c'est une valeur de gauche ou de droite? Féministe ou pas? Moi, j'en mange pas depuis 2009, donc je fais ma part. Mais voilà. Valeur de gauche ou de droite, la viande? C'est pas une valeur, la viande, c'est un aliment. Et la valeur travail, c'est une valeur de droite ou de gauche? Je peux vous dire, quand vous venez du bassin minier du Pas-de-Calais, vous savez ce que la valeur travail mise au-dessus de tout, y compris de l'environnement et de la santé, on sait où ça nous a menés. Donc je pense que, contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron en 2017, je ne pense pas que les Français soient fainéants, mais ils veulent interroger quel travail, pourquoi faire et combien de temps, et en fait c'est juste normal. Est-ce qu'il faut prôner le droit à la paresse comme le prône Sandrine Rousseau? Je vous ai dit que je ne pensais pas que les Français étaient des fainéants. Par contre, demander un repos après 40 années de travail, je ne pense pas que ce soit être fainéant. On revient ou paresseux, ou quoi que ce soit. On revient à la retraite. Hein, oui, mais on y revient tout le temps, c'est drôle, c'est le destin. Oui, bien sûr. D'ailleurs, contestation autour de la réforme des retraites, à gauche jusqu'à l'extrême droite. La chef ou le chef de l'opposition, c'est Marine Le Pen ou c'est Mélenchon? Quelle opposition? Alors, j'ai l'impression que pour le gouvernement, c'est Marine Le Pen. Ils n'ont pas trop envie de débattre avec les autres. Ils se sont choisis leur adversaire, celle qui les arrange bien, celle qui permet de pouvoir appeler à la rescousse entre deux tours. Tout ça est un peu triste. Un mot sur ce qu'il convient d'appeler l'affaire Bayou, Marine Tondelier. Les accusations contre Julien Bayou. Les accusations contre Julien Bayou de l'extrême droite. Je vois pas le rapport. Qui est-ce qui a accusé Julien Bayou? Son ex-compagne. Et puis ça a été monté en épingle par Sandrine Rousseau. Elle est d'extrême droite, je n'ai pas compris. Non, mais c'était une blague. Hein. Ah bon, ça fait plusieurs fois ce matin, je ne comprends pas quand vous faites de l'humour. Il faut me faire un petit signal. Extrême droite, entre guillemets. Mais en fait, j'ai du mal à faire de l'humour avec le mot extrême droite dedans, mais c'est ma formation féminoise. Donc des accusations qui venaient de la part de son ex-compagne, mais relayées... les accusations de son ex-compagne datent de juillet, donc voilà, c'était un peu antérieur à tout ça, mais c'est sûr que l'écho médiatique... qui a été donné en septembre, n'a pas beaucoup aidé à la sérénité de la résolution, pas de la résolution, mais de l'instruction du dossier par la cellule mise en place de manière indépendante au sein de l'Europe. Donc écho médiatique via Sandrine Rousseau, on est d'accord? Vous avez vraiment envie que je le dise, si vous voulez. Vous dites quoi alors? Je vous dis, vous voulez que je vous dise quoi sur quoi? Je sais pas, non, mais parce que j'ai pas très bien compris ce que vous avez dit. Écho médiatique, c'est-à-dire? Je vous dis que cette affaire, on a une cellule indépendante au sein d'Europe Écologie Les Verts qui a été mise en place suite à l'affaire Baupin d'ailleurs, et Sandrine Rousseau fait partie de celles et ceux très légitimement qui ont milité pour qu'elle soit mise en place, et elle avait raison de le faire. Elle est fonctionnelle depuis 2018 et on est les premiers partis à avoir fait ça en France, pas par plaisir, pas parce qu'on voulait s'auto-saisir du sujet, mais parce que la justice et la police ne traitent pas correctement ces sujets. Donc on s'est retrouvés, soit on attend encore 30 ans que ce soit le cas, soit on fait face au problème tout de suite, c'est ce qu'on a décidé de faire. On a sans cesse amélioré le protocole de cette cellule parce que c'est sûr qu'on
qu'on défriche. On a mis en place le protocole avec des associations spécialistes et très légitimes sur le sujet, mais au fur et à mesure des cas qui se posent, il y a plein d'affaires dont vous avez jamais entendu parler, où ça se passe très bien, et il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est qu'avec celle-là, on a notre protocole a été mis, avec cette affaire d'accusation contre Julien Bayou, notre protocole a été mis à rude épreuve et on s'est retrouvé en fait dans une impasse. Donc, on précise pour nos auditeurs que cette cellule interne a considéré qu'elle n'a pas pu mener à bien son enquête. Elle travaille depuis juillet et en fait la pré-audition de l'ex-compagne de Julien Bayou n'a, pour des raisons sur lesquelles je ne reviendrai pas parce que moi je ne veux pas donner l'impression d'être pour ou contre elle, c'est pas le sujet. On a souhaité, elle a saisi la cellule en juillet, on a mis en place le protocole comme d'habitude et ça n'a pas été possible, ça n'a pas fonctionné, mais parce que c'était une affaire hors norme. Ça touchait notre secrétaire national, donc évidemment que quand on... À qui vous avez succédé ? À qui j'ai succédé, mais vous voyez dans la cellule par exemple, quand on connaît la personne mise en cause, on doit se révoquer. Et ben en réalité tout le monde aurait dû ou plus se révoquer. Enfin vous voyez, ça marchait pas en fait. Et donc notre protocole, on doit pas juste dire là ça n'a pas marché, on doit faire évoluer évidemment notre protocole. Externaliser par exemple... Alors externaliser, moi je vais vous dire, c'est ce que j'avais proposé en juillet. Et dans la direction, plusieurs personnes ont dit bah oui, mais si on externalise juste parce que c'est notre secrétaire national, certains diront on fait une sorte de privilège pour lui et donc ce serait aussi mal interprété. Je pense très sincèrement, moi j'entends plein de gens qui disent ils n'auraient pas dû faire ci, pas dû faire ça. Moi je suis secrétaire national depuis le 10 décembre et très sincèrement je ne sais pas ce que j'aurais pu faire d'autre. On avait peu de marge de manœuvre, c'est une cellule qui est indépendante et le travail était parti. Mais toutes celles et ceux qui trouvent qu'on n'a pas bien fait, ils ont raison. Mais j'aimerais beaucoup qu'ils nous expliquent comment on aurait pu faire d'autres, et notamment quand on parle d'une cellule nationale pour tous les partis. Moi, je suis prête à étudier ça, mais aujourd'hui, elle n'existe pas. Donc, c'était pas une solution. Pour nous, en tout cas, on a un audit de la cellule qui, depuis 1 an, est prévu en février 2023. Il y a la justice. Et donc, arrêtez de nous orienter vers la justice sur les VSS, c'est insultant pour toutes les femmes qui essayent et qui se prennent des camouflés, des humiliations supplémentaires. En tout cas, grâce à la police et grâce à la justice, il y a aussi des cas qui sont très bien pris en charge, tant mieux, mais franchement pas assez. En tout cas, pour revenir à Julien Bayou, est-ce que ça veut dire ce qui se passe, les conclusions ou les non-conclusions de cette cellule interne, ça veut dire que les accusations contre Julien Bayou étaient mensongères, que sa mise en retrait de ses responsabilités à la tête de ELV n'avait pas lieu d'être, et surtout que Sandrine Rousseau a instrumentalisé une vraie fausse affaire à des fins politiques internes. Mais là, vous voyez, c'est compliqué les questions que vous posez parce que c'est une affaire qui a généré énormément de souffrance pour beaucoup de gens, à commencer par les deux protagonistes. Moi, je ne suis pas là ce matin pour relancer une nouvelle polémique et rebondir sur ce dossier où vraiment... Mais je crois que je vous pose des questions légitimes que les gens se posent. Oui, mais vous le faites de manière assez polémique et moi, franchement, je n'ai pas envie de polémiquer sur ce dossier parce que je suis... C'est dur en fait. C'est dur depuis des semaines, bien avant que je sois secrétaire national. Je ne connais pas l'ex-compagne de Julien Bayou, mais sans la connaître et sans savoir exactement ce qui s'est passé et de la faute de qui, on voit bien qu'elle est en souffrance. Moi, ça m'affecte beaucoup et à chaque fois que j'en parle, je fais attention à ça et à toutes les femmes qui sont victimes de choses et que chaque mot peut heurter en fait quand on aborde ces sujets. Je vois bien que Julien Bayou a payé un prix politique très lourd aussi. Il a démissionné. Vous le regrettez ? Mais je ne peux pas regretter ou pas, puisque toute la difficulté est qu'il n'y ait pas eu de clôture. Enfin, il y a une clôture de l'instruction, mais pas de conclusion. Et donc, c'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et c'est terrible dans ce cas-là, qui est très médiatisé, mais dans plein d'autres cas. Voilà. Vous êtes en place à la tête des Verts, comme vous l'avez précisé il y a quelques instants, depuis le 10 décembre. Et vous avez réussi en moins de 2 mois, à prendre vos marques. Que répondez-vous à ceux qui constatent qu'à travers, notamment vos déclarations choc, vous banalisez Sandrine Rousseau et quelque part aussi, vous marginalisez un problème avec Sandrine Rousseau, ça fait 5 fois que vous en parlez depuis ce matin. Non, mais est-ce que c'est vrai ou pas ? Faut l'inviter, je pense. Elle est venue il y a 2 mois. C'est vrai ou pas ? Je banalise Sandrine Rousseau ? Ouais. Non, vous banalisez. Vous faites référence à un article du Parisien d'hier. Oui, par exemple. Je l'ai lu. Avec tout un tas de déclarations à l'intérieur. J'ai vu que Olivier Faure et Yannick Jadot trouvaient que je faisais du bon travail. Franchement, ça me suffit parce que c'est des personnes... j'ai pas un parcours politique très très long avec eux de l'amitié politique et donc ça m'a vraiment honorée de lire ce qu'ils en pensaient. Autre sujet, on passe, c'est à des milliers de kilomètres d'ici, mais c'est important. Ce qui se passe en Iran. Des femmes se battent jusqu'à en payer leur vie pour avoir le droit de ne pas porter le voile, alors qu'en France, le port du voile est devenu une revendication des islamistes, mais aussi d'un certain nombre de féministes, voire de partis de gauche. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous posez toutes les questions de manière polémique, comme ça c'est officiel. Enfin, franchement, ce qui se passe en Iran mérite mieux que d'essayer de polémiquer sur ce qui se passe en France. Ça n'a rien à voir. Et moi, c'est sûr que ça n'a rien à voir. C'est sûr que ça n'a rien à voir. Mais on peut faire un lien. On peut faire un lien.
Moi, je suis d'accord avec vous là-dessus. Mais on recevait hier au Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts l'association Iran Justice, avec des personnes qui nous ont raconté dans les faits ce qui se passait concrètement. Et on connaît le soutien des Verts, justement, aux femmes iraniennes évidemment, et aux peuples iraniens. Évidemment, et nous allons continuer à faire des marrainages, aller apporter en main propre à l'ambassade d'Iran des parrainages et des marrainages pour... vous savez, c'est pire que... Et c'était pareil dans la révolution syrienne. C'est pas juste des gens qui sont torturés et qui meurent. C'est des gens qui disparaissent et avec cette torture psychologique sur toute la famille, sur tous leurs proches. Et qui montre le courage aussi de ce peuple. Mais c'est ce qui se passe là-bas. Et je vais vous dire, des fois on dit vous êtes courageuse de faire ci ou ça. Franchement, par rapport à ce qui se passe là-bas, on n'a aucun courage dans ce qu'on fait aujourd'hui en France parce qu'on a manifesté contre les retraites. C'est héroïque ce qui se passe là-bas. Et je vais vous dire, quand... face à un régime aussi terrible, on voit que même là, la résistance s'organise. On voit que la terreur ne suffit jamais. Et on l'a vu dans l'histoire du monde. Et on l'a vu aussi en Ukraine, on n'a pas le temps de parler. On sera toujours évidemment à leur côté. On n'a pas pu de parler. Et pour la France, je vous réponds pour pas donner l'impression d'esquiver. Il y a une loi de 1905, il y a la laïcité, c'est ça qu'il faut respecter. Voilà. L'Iran, qui a placé Radio J et Bernard-Henri Lévy sur la liste des éléments terroristes. Qu'est-ce que ça vous inspire? Donc Radio J, la radio où vous êtes aujourd'hui, vous parlez aujourd'hui au micro de Radio J. Vous me l'apprenez et je ne comprends pas en fait. Ils n'ont pas d'autre problème que Radio J dans leur vie, le gouvernement iranien. Je ne comprends pas le sens déjà que ça a. Le sens, ça veut dire que quelque part... Plutôt je le comprends, c'est une forme de... C'est une menace, très clairement. C'est pour... De toute façon, ces gens-là gouvernent par la peur. Et donc ce qu'ils veulent, c'est faire peur. Là, en l'occurrence, à vous et à Bernard-Henri Lévy et à toutes celles et ceux qui pourraient se dire que peut-être ce sont les prochains sur la liste. C'est comme ça que ça marche. Et peut-être aussi la preuve que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Évidemment. Mais moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'évidemment, vous avez tout mon soutien là-dessus. Et plus largement, les gens qui essayent d'intimider les médias, en général, c'est un petit problème avec la République et avec la démocratie. On a vu ce que ça a donné avec Charlie Hebdo. Donc, vous avez tout mon soutien. J'imagine que vous serez peut-être mis sous protection policière, etc. Et je sais ce que ça représente, y compris dans la vie quotidienne. Là, l'émission de radio s'arrête, mais vous, votre vie continue. Donc, vous avez tout mon soutien là-dessus. Merci, Marine Tondelier, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. À dimanche prochain. Merci. Au revoir.